Donc ça tourne. Bonjour Monique. Bonjour. Est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter en disant votre nom, votre âge, en quelle année vous êtes né, puis un peu, quand vous êtes marié, le nombre d'enfants que vous avez eu, juste comme en quelques secondes un peu qui vous êtes. OK. Alors, je m'appelle Monique Picard. Je suis née en 1947. Je suis la troisième d'une famille de 5. J'ai 4 frères. Et c'est moi qui leur ai montré à faire à manger, donc mes belles-sœurs doivent être contentes. Alors, en 47, donc j'ai 67. C'est ça, oui. Ensuite, t'as dit? Si vous avez des enfants... Ah oui, alors je me suis mariée en 73, en 1973. Mon aîné est arrivé 2 ans après. C'est ça qu'on voulait. 2 ans après, en 75, l'aîné. Ensuite, 2 ans et demi plus tard, un garçon. Ensuite, la petite dernière en 81. Elle a donc 33 ans cette année. Parfait. Puis, est-ce que vous pourriez nous expliquer aussi d'où est-ce que vous venez, votre milieu familial, où est-ce que vous avez grandi? Là, on commence toujours par les questions un peu de contexte. Donc, nous raconter où est-ce que vous avez grandi, vos parents, qu'est-ce qu'ils faisaient, un peu la vie que vous avez menée. J'habite à 1 kilomètre de la maison où je suis née. Alors, je suis née dans la même paroisse que j'habite présentement. Mon père réparait des machines à coudre. Il a travaillé aussi sur le chemin de fer. Mais quand il est tombé malade, il avait montré comment réparer les machines à coudre à ma mère et c'est elle qui a continué un peu, mais avec très peu de revenus. Alors, on a été élevés comme ça, hein, comme beaucoup de monde dans ce temps-là, on pourrait dire pauvrement. On n'était pas riches du tout. On se débrouillait. Ma mère était créative jusqu'à faire des chapeaux dans des retailles de robes de mariée. Hein, une mariée ou une future mariée arrivait avec ou la mère de la mariée arrivait avec des retailles, puis pouvez-vous me faire un chapeau avec ça? Ma mère disait, je vais regarder ça. C'était incroyable de la voir aller là, avec des petits bouts de tissu. Fait que la créativité a fait partie de ma vie tout le temps. Depuis que je suis petite, que j'ai vu ma mère se débrouiller et faire du recyclage avec tellement de choses. Ma fille m'appelle la reine du recyclage. On reviendra probablement sur cet aspect-là qui est très intéressant. La créativité. La réutilisation et tout ça. Ah oui. J'aimerais ça aussi que vous poursuiviez sur... vous avez probablement entrepris des études primaires au moins. Comment ça s'est passé ensuite, les travaux, les emplois que vous avez eus pour en arriver là, jusqu'à aujourd'hui, une petite histoire. Là. Ah, il y a un bout d'histoire que j'aime un peu moins, mais je vais le faire assez vite. J'ai changé d'endroit à un moment donné pour des raisons que je ne vais pas expliquer. Alors, l'école primaire était tout près d'ici. On faisait ça à pied, mais on a eu l'autobus scolaire. Curieusement, on avait, il paraît, le député du comté était ministre de l'Éducation. Je ne sais pas si c'est ça qui avait aidé, mais il y avait un autobus scolaire par ici. Nous autres, on était à peu près à 1 mille de l'école, puis on pouvait le faire en autobus scolaire. Et puis le secondaire était presque à la même école, dans une autre aile de l'école. Et là, moi j'ai été malade à 12 ans. J'ai fait une espèce de paralysie là, de la moitié du corps et était devenue sans tonus. Puis suite à ça, j'étais un peu lente dans mes décisions, je crois. En tout cas, à la fin de ma 11e année, je ne savais pas où m'en aller. Probablement que j'aurais aimé faire des études en biologie, en sciences, parce que je faisais beaucoup de sciences naturelles au primaire. On avait les jeunes naturalistes, là, puis c'est comme les petits débrouillards d'aujourd'hui. Je faisais toutes les expériences que je pouvais. Et c'est ma mère qui est allée m'inscrire à l'école normale. On appelait école normale les écoles qui formaient les futures enseignantes. À Limoilou. Et puis ça devait durer... Moi, j'avais choisi d'enseigner à la maternelle parce que mon petit côté un petit peu rebelle disait que à la maternelle, les enfants apprennent en jouant. Je voulais pas devenir une maîtresse d'école parce que l'enseignement... non, il fallait apprendre en jouant. Dans ma tête, à moi, c'était ça.
Alors j'ai fait le cours de pédagogie préscolaire, puis ensuite j'ai commencé à enseigner à Courville. Et là, c'était l'année où s'ouvrait plus de... Ça devenait obligatoire pour les commissions scolaires d'offrir la maternelle, mais pas obligatoire pour les enfants d'y aller, comme aujourd'hui d'ailleurs. Les enfants ne sont pas obligés de faire leur maternelle, ils peuvent entrer en première année tout de suite. Alors j'ai enseigné la maternelle à Courville. Il s'est ouvert des classes plus près, à Beauport. Fait que là, j'ai choisi de changer de commission scolaire pour être à Beauport. Ensuite, fait que j'ai fait une couple d'années, ça a fait 3 ans de maternelle. Et là, j'ai changé, il y a eu un mouvement, et je suis allée enseigner les arts plastiques à Montmagny, au secondaire. Encore là, c'était pas de l'enseignement ordinaire, hein, dessiner ou crayonner ou créer des choses, mais c'était un petit peu embêtant d'enseigner la peinture ou le dessin à des élèves qui avaient fait la traite le matin. Quelquefois, alors, mais c'était pas ce que c'est maintenant, le secondaire. Là. C'était beaucoup plus tranquille, puis les élèves aimaient ça. En général, ils aimaient ça. J'ai été là 3 ans. Et là, il y a quelqu'un qui m'avait vu en rêve comme son épouse. Et partant de Montmagny, m'en revenant à Beauport, eh bien là, j'ai pas trouvé d'emploi. J'ai dit, c'est pas grave, je vais rester à la maison. Et je vais faire les rideaux, j'ai appris à tisser, je vais faire des choses qui vont faire que ça va coûter moins cher. Mais j'avais, à cet âge-là, en 73, j'avais des compagnes qui laissaient, peu de compagnes laissaient le travail. Elles continuaient de travailler mariées. C'était vraiment la transition. Moi, j'ai été de celles qui ont laissé le travail. Et j'ai repris l'enseignement quand la plus petite a eu 3 ans. Je peux juste vous demander, vous dites que vous avez laissé votre travail, est-ce que vous étiez mariée à ce moment-là? Alors, je me suis mariée à la 3e année de Montmagny. J'ai terminé l'année scolaire, pendant 6 semaines, j'étais mariée. Je voyageais soir et matin. Et en septembre, j'ai pas renouvelé mon contrat. Et c'est comme ça. Okay, parce que vous n'avez pas trouvé de travail par la suite. J'ai pas trouvé par ici, mais en même temps, ça me tentait pas trop de retourner. J'étais craintive. Il y avait eu un problème syndical, c'est-à-dire que j'avais eu une petite dispute avec la directrice d'école elle répartissait le papier crêpé de 3 couleurs. Il y avait 3 classes maternelles, le jaune dans une classe, le bleu dans l'autre classe, le rouge dans l'autre classe. Alors moi, quand j'ai vu ça, je dis, mais voyons, c'est pas comme ça qu'on fait ça. Faut pas dire ça à une directrice d'école. Alors ça m'a valu un mauvais point. Bon. OK. Alors, vous revenez ici à Beauport. Mais j'avais suivi des cours d'été aux Beaux-Arts de Montréal. C'est ce qui permettait de changer un peu de spécialité à ce moment-là. Là-bas, il y a quelqu'un qui venait de décéder. Et le fait que j'avais 2 étés de Beaux-Arts, c'est comme ça qu'il m'avait accepté. Et j'ai eu une belle lettre de recommandation quand je suis partie de là-bas. Fait que je me suis pas obstinée avec la directrice là-bas. C'était une atmosphère différente. OK. Donc, vous aviez des enfants, vous étiez à la maison, vous faisiez des arts pratiques un peu. Go! OK. Alors, donc, c'est ça, vous êtes revenu à Beauport, là, vous aviez vos enfants, vous faisiez des travaux pratiques à la maison. À partir de là, vous avez continué là, dans cette lignée-là. Comment ça s'est passé avec les enfants, le mari? J'avais un mari qui enseignait le français, donc qui travaillait beaucoup. Les corrections d'un professeur de français, quand arrivait 120 corrections d'un coup sec, là. Mais on partageait quand même les tâches et ça allait assez bien. Jusqu'à un certain moment donné, où ça n'allait plus. Les enfants... c'est sûr qu'ils aimaient ça, porter du linge que je faisais. Entre autres, je pouvais faire une salopette dans un coupon de tissu $1, mettons. Et ma fille arrivait à l'école avec un
pas une salopette, mais un pantalon aux genoux, un peu comme les pantalons de ski de fond. Et là, les petites amies disaient à leur mère, en tout cas une, elle disait à sa mère, je veux un pantalon comme celui de Marie. Elle partait des modes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui portait des collants, plus le pantalon aux genoux, là, mais c'est une idée que j'avais eue, puis elle aimait ça. Fait que, ben, elle a suivi mes traces, et même le petit-fils est dans les dessins. Là, j'ai un dessin du petit-fils que je veux mettre en 3D. Ça va être un petit personnage qui va être à peu près haut comme ça. Là. Ah ben, ça va être joli. Ouais, fait qu'avec les enfants, j'ai fait beaucoup de ça. Dans la cuisine, il y avait un coin de mur avec j'installais un carton assez épais qui servait à punaiser des feuilles de papier. Et ça, c'était le carton était là en permanence. C'était un carton presque contreplaqué, mais pas tout à fait. Qu'on puisse punaiser dedans. Puis les enfants pouvaient crayonner. On changeait la feuille. Les enfants pouvaient crayonner. Puis quand on faisait une séance de peinture, mais c'est là qu'on s'installait pour peindre. C'est vraiment intéressant. Là, je vais prendre un peu plus dans mes questions. Oui. Une tangente un peu sur la condition féminine. Donc, vous avez remarqué que ça va tourner un peu plus autour de ça. Je voulais revenir au début. Votre mère, est-ce que vous pourriez nous parler de votre mère, à quel âge elle s'est mariée, est-ce qu'elle voulait avoir des enfants, son éducation, puis aussi un peu votre perception que vous avez de la vie que votre mère a menée. Est-ce que c'était une vie que vous auriez aimé avoir? Comment vous avez... C'était quoi la vie qu'elle a eue, puis comment vous voyez cette vie-là? C'est sûr qu'il y a un bout que j'ai pas pu lui poser des questions parce qu'elle est morte à 54 ans. Mais elle est née à Montmorency. Montmorency, c'est un village qui... Excuse-moi, je vais juste te reprendre. Est-ce que tu peux reprendre en disant « ma mère est née » parce que tu as juste dit « elle est née ». D'accord. On ne garde pas les questions. Oui. Alors, ma mère est née à Montmorency. C'est un village qui ne pouvait pas s'agrandir parce que d'un côté, c'était le fleuve et de l'autre côté, la falaise. Alors, les gens de Montmorency allaient vivre ailleurs. Autrement, j'aurais vécu à Montmorency probablement parce que sa mère avait eu une maison là. Mais ma mère a perdu son père à l'âge de 2 ans. Et le grand-père a fourni une maison à sa fille. Elles étaient 3 filles. À l'âge de 2 ans, elle avait déjà 2 petites sœurs. Et puis, donc moi, j'ai eu 2 tantes. Il y en a une qui est décédée l'année dernière. Et ma mère m'a dit qu'elle avait eu le droit de vote à 20 ans. Elle est née en 1920, donc elle a eu le droit de vote à 20 ans. Le droit de vote est arrivé en 1940. Alors, c'est pas... on ne peut pas dire qu'à 40 ans, elle n'avait pas encore le droit de vote. Là. Elle a eu le droit... Et la majorité, à ce moment-là, c'était 21. Alors, je pense que ça n'a pas été... On n'a pas vraiment parlé de politique dans ce temps-là. Ensuite de ça, quand mon père est tombé malade, là, ça a été assez gros pour elle. Il a commencé par... il y avait la sclérose en plaques, fait qu'il a commencé par boiter un peu, puis ensuite il a cessé de travailler, puis il a été hospitalisé dans des foyers pour malades chroniques. Là. Mais heureusement, on est tous allés à l'université. Moi, j'y suis allée en dernier, parce que, ayant fait l'école normale, c'était pas tout à fait l'équivalent de l'université, mais à 40 ans, je suis retournée à l'université, j'ai fait un certificat en arts plastiques. En art visuel. En art plastique, en art visuel, je ne me rappelle pas. L'école des arts visuels, mais le certificat était en art plastique. Est-ce que votre mère avait eu des études? Puis est-ce que c'était quoi? Est-ce que les études étaient encouragées dans votre famille? Vous avez toutes été à l'université? Ah, bien, ma mère nous laissait étudier si on le voulait. Mais moi, ayant pris l'école normale, je savais que ce cours-là était court et que je pourrais l'aider rapidement. Si j'avais fait des études universitaires, ça aurait probablement été beaucoup plus long. Alors, dès que j'ai commencé à travailler, là, j'endossais des chèques de paye et je les donnais à ma mère. J'ai fait un travail surnuméraire à Montmagny. J'ai donné des cours du soir. Et les cours du soir, je les donnais complètement à ma mère pour qu'elle puisse payer la maison. Parce que la maison, la Caisse populaire acceptait. Elle arrivait à peine à payer les intérêts.
avec le petit peu d'argent qu'elle avait. Ça s'appelait les mères nécessiteuses, le chèque qu'elle recevait du gouvernement. De nos jours, c'est la sécurité du revenu, ça s'est appelé le bien-être social. Fait que notre mère recevait ça. Mais à l'occasion, elle faisait une réparation de machine à coudre. Elle avait le droit de faire un petit montant de temps en temps. Elle pouvait faire un petit peu de sous en réparant des machines à coudre à la maison, à l'occasion. Mais ses études, ma mère était bachelière en piano. Ses études théoriques du bac étaient passées. Il restait l'examen pratique. Elle a étudié le piano sur la rue Sainte-Famille, dans le Vieux-Québec, tout près au séminaire, le petit séminaire. Hein. Et puis, même qu'elle racontait qu'une fois, elle prenait le train, le petit train de Sainte-Anne, qui partait à peu près là où est le marché du Vieux-Port, jusqu'à Sainte-Anne-de-Beaupré. Elle, de Montmorency, elle se rendait à ses cours de piano, et même qu'elle transportait dans son sac d'école, dans son sac d'étudiante, l'argent du grand-père, le père Pic Mathieu, à Montmorency. Il y avait une entreprise de bois, une compagnie ils vendaient du bois. Et puis, elle avait la responsabilité d'aller porter ça à la banque à Québec, dans sa valise d'étudiante, dans le petit train de Sainte-Anne. Alors, et chez nous, il y avait un piano, puis elle s'est remise. Quand on était petit, elle ne jouait pas, mais un peu plus tard, elle s'est remise au piano. Elle a même donné des cours de piano à un petit voisin qui voulait apprendre le piano. Elle a été... elle chantait avec la chorale de la paroisse, surtout à Noël. Et puis, elle a même parti un club de loisirs familiaux. Ça s'appelait comme ça, le club des loisirs familiaux. C'était une idée du curé de l'époque, je pense, qui avait aussi, lui, avait fondé les amitiés culturelles de la côte de Beaupré. Il faisait venir des conférenciers. Et puis, c'était... Alors, peut-être que mon amour des conférences a commencé là, je ne sais pas. Elle avait beaucoup d'initiatives. Oui, oui. Est-ce que c'est elle qui gérait l'argent familial? Vous avez dit qu'elle recevait des chèques, tout ça. Est-ce que c'était elle qui s'occupait là, de gérer l'argent pour la nourriture? Oui, parce que mon père est tombé malade, j'avais 8 ans. Ah oui, même quand il était là, ça devait être elle qui gérait ça, là. J'ai pas eu connaissance. Il y avait un pot dans la cuisine, avec les assiettes, là. Il y avait, mettons, pour payer le laitier ou quelque chose, il y avait un pot avec de la petite monnaie. Ça, je me rappelle de ça. Ça faisait longtemps que c'était pas venu à mon esprit, le pot. On appelait ça le pot. Oui. Okay. Elle gérait ça, puis je pense qu'elle avait toujours un petit montant caché dans son tiroir, là, dans un tiroir de sa commode, au cas où. Elle avait comme un 100 piastres de secours, là, qui n'était pas à la banque et qui était... Je suis pas certaine. Puis est-ce que votre mère vous a transmis un peu des valeurs... parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de femmes qui étaient dépendantes de leur mari, mais il y a aussi beaucoup de mères qui apprenaient à leurs enfants de justement être indépendantes financièrement. Comment votre mère voyait ça, puis qu'est-ce qu'elle vous a transmis par rapport aux valeurs de la gestion de l'argent, puis comment est-ce qu'elle vous voyait plus tard dans en autant que je me rappelle, mettons que quand j'avais 13-14 ans, déjà mon père était parti de la maison. Il était hospitalisé. Et puis, ça lui arrivait même d'aller donner des démonstrations sur des machines à coudre jusqu'à Valcartier. Parce que les militaires, des fois, ils achetaient leur machine à coudre par catalogue chez Simpson, Sears. Là. Et puis, c'est elle qui allait leur expliquer comment s'en servir. Et elle se rendait là en autobus. Des fois, elle arrivait à la maison avec un petit sac blanc, un petit sac en papier blanc. Ça voulait dire qu'elle était passée au Credge, on dit au Credge, nous autres, à Montréal, ils disent au Cresby. Alors, c'est un 15 cents ou un magasin de tout, là. Alors, il y avait des petits bonbons dans ça, de temps en temps. Mais souvent, elle arrivait tard pour souper.
parce que c'était loin quand elle allait faire des démonstrations comme ça. Alors, moi, j'ai commencé à apprendre à faire la cuisine à l'école à 12 ans. Ça a commencé par de la sauce à spaghetti, du sucre à la crème. Alors, quand mon frère est tombé sur la recette de sucre à la crème, il dit « Monique, ta recette a 50 ans cette année, on va fêter ça! » On a fêté les 50 ans de ma recette de sucre à la crème. Mais j'ai montré à faire à manger à mes frères. J'ai 4 frères. Alors, je leur ai montré à faire à manger. Probablement que mes belles-sœurs sont très contentes. Mais toi, tu avais appris à l'école. Comment Oui. ça, tu peux nous expliquer un petit peu? À l'école, il y avait la moitié de l'année de la couture et l'autre moitié de l'année de la cuisine. Une fois par semaine, à partir à peu près de la 5e année. Oui, c'est ça, 5e année, parce que la maîtresse de 5e année, de retour du cours de couture ou de cuisine, j'avais dit quelque chose. Alors, non, 5e ou 6e année, j'ai 12 ans. 12 ans, c'est 6e année, je pense. Mais la maîtresse, elle nous enseignait l'anglais, mais elle ne parlait pas anglais du tout, puis c'est parce que ça me revient, mais c'est pas relié au cours de cuisine. Mais c'est comme quelque chose qui s'est passé avec l'enseignante. Là. Elle disait « Apple Pie ». Moi, je l'ai flammé. C'est pas Apple Pie, c'est Apple Pie. J'ai eu une croix sur mon bulletin pour avoir repris la maîtresse. C'était toutes des femmes qui vous enseignaient? Oui, des demoiselles, la plupart. Il n'y en a pas qui étaient mariées à ce moment-là, je pense pas. Et on disait des vieilles filles, ou des célibataires, et les religieuses. J'ai eu une religieuse en 3e année, 5e année, 7e année. On n'avait pas à tous les ans. Là. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils plaçaient les choses là, quand ils distribuaient les élèves. Là, mais... Est-ce que vous diriez que ces religieuses-là enseignaient un mode de vie traditionnel pour la femme? C'est-à-dire que là, vous avez des cours de... Ah, ils nous enseignaient pas de... Non, c'est pas les religieuses qui nous enseignaient le mode de vie, mais ça, c'était C'était le ministère de l'Instruction publique, ça s'appelait comme ça avant de s'appeler le ministère de l'Éducation. Puis il y avait même un cours de bienséance. Le vendredi après-midi, on pouvait faire de la bienséance ou de l'hygiène ou des petites matières qu'on appelait. Mais c'était pas... mais les recettes qu'on avait, j'ai découvert par la suite que c'était dans un livre des religieuses de la congrégation de Notre-Dame, la cuisine raisonnée. Puis c'est les religieuses de la congrégation de Notre-Dame qui nous enseignaient. Donc, elles utilisaient un livre qui avait été préparé. Mais on ne parlait pas comment dresser la table ou rien de ça. Là. On faisait la recette, puis elle nous disait la semaine prochaine, apportez-vous un pot pour apporter de la sauce à spaghetti à la maison. Là. Elle nous le disait d'avance, mais le cours de cuisine n'était pas donné par une religieuse, il était donné par une dame, une enseignante. Oui, ben on ne sait pas tout le temps. Hein. Oui, il y en a une qui s'est mariée pendant, mais en 4e année, j'avais une enseignante qui a laissé l'école, qui a changé d'école, je pense, parce qu'elle se mariait. Ah, okay. L'année d'ensuite, mais là, ça n'a pas interrompu son année. Mais moi, j'ai pas vécu... j'ai connu l'enseignante à la commission scolaire ici, qui a été la première enseignante mariée. Parce que lors d'un 8 mars, on était réunis, plusieurs femmes, et puis la question était venue sur le propos, puis lors d'un échange, elle avait parlé de ça, qu'elle enseignait pour la commission scolaire, puis comme elle s'est mariée, elle a dû démissionner. Mais il y a une religieuse qui est tombée malade l'année d'ensuite, donc ils avaient besoin de quelqu'un pour la remplacer, puis ils la savaient très bonne. Alors, ils ont dit, pouvez-vous nous sauver, hein, nous aider, nous rendre service? Mais je crois qu'elle a continué par la suite d'enseigner, même si elle était mariée, mais elle n'a jamais eu d'enfant. Parce que c'était pas prévu, que vous avez dit, comme elle a été mariée, elle a dû démissionner. Oui. C'était comme si c'était automatique. Oui. Puis ma mère
J'ai déjà vu des chèques faits à ma mère, ou ma mère, quand elle signait des papiers ou qu'elle recevait des lettres, c'était marqué Madame Georges-Émile Picard. Puis progressivement, ça a été Madame Marie-Paul Picard, Marie-Paul Picard, et ensuite Marie-Paul Côté. Elle a repris son nom de fille progressivement parce que quand sont arrivées les cartes d'assurance maladie, de toute façon, c'était fait au nom de fille. Et puis, je pense qu'elle aimait son nom aussi. Elle aimait, oui. J'avais une autre petite question pour les cours à l'école. Mélangés à l'école. C'était exclusivement pour les filles, les cours de couture, de cuisine. Les garçons, eux, il n'y avait pas du tout matière à apprendre ces choses-là. Est-ce que vous aviez aidé de... Mes frères, parce qu'on fréquentait pas la même école. Il y avait des écoles de filles et des écoles de... Les garçons étaient au collège, les filles étaient, comme moi, j'étais à l'académie. Alors, les garçons apprenaient à scier du bois, là, des technologies, des choses plus masculines, probablement. Il n'y avait pas de cours de cuisine. Mais mes enfants ont fait cuisine et couture. Je ne sais pas, ils faisaient soit un boxeur ou un étui à crayon. Mais maintenant, c'est disparu. Il n'y a plus de ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça, que c'est disparu? C'est une bonne chose? Ben, je pense que c'est dommage que quelqu'un puisse pas... ça leur donnait confiance en eux, ne serait-ce que... Ben, je connais aussi quelqu'un qui a fait les tricots des autres et les broderies. J'ai déjà fait les tabliers de d'autres qui ne voulaient pas le faire. Mais je connais une fille, OK? Elle aimait pas ça. Fait qu'elle ramassait les travaux des autres dans la poubelle, les travaux que la perfectionniste trouvait ratés. Mais aujourd'hui, celle qui avait mis ses affaires à la poubelle ne touche probablement plus à ça, alors qu'elle, elle tricote, elle coud, mais quand elle était au secondaire, elle n'aimait pas ça. Mais pour ce qui est de... Oui, c'est dommage, parce que le jeune qui dit l'étui à crayon, il n'est peut-être pas parfait, mais c'est moi qui l'ai fait, ou le boxeur, je trouve que c'est bon pour l'estime de soi, réussir quelque chose comme ça, de pouvoir dire c'est moi qui l'ai fait, là. Et s'il y a quelque chose à réparer dans la maison, il ne faut pas que la fille attende que le gars arrive de travailler pour installer un cadre, planter un clou ou quelque chose comme ça. D'avoir cette autonomie-là. Oui. Ben, j'ai suivi un cours à un moment donné à la télé-université, ça s'appelait Conditions masculines et conditions féminines. Ça m'a toujours un peu intéressée. Parce que, entre autres, je suis seule de filles. J'ai eu à prendre ma place avec les 4 garçons. Parce que je réfléchissais pas en garçon. Et puis, à un moment donné, avec un de mes frères, on a eu une petite conversation. Et j'ai constaté que c'était probablement, lui, il voyait ça à sa manière, de gars. Puis moi, j'avais comme personne autour de moi pour... si on avait été 2, on aurait pu dire, tu sais, non, toute seule, j'ai eu à prendre ma place un peu par rapport à ça. Tellement qu'en 75, quand est arrivée l'année de la femme, là, à quoi ça sert, l'année de la femme? Je pensais pas que... Je n'étais pas féministe, moi. C'est ça que j'allais vous demander. Est-ce que vous vous considériez à l'époque comme très préoccupée par ces questions-là? Est-ce que vos amis l'étaient? Non, on parlait pas de ça. Ça faisait pas partie. Quand j'ai eu des amis qui ont qui ont continué de travailler pour, après être mariés, j'associais pas ça à rien. Tu sais, aujourd'hui, là, acheter une maison, ça prend plus que l'équivalent d'un salaire annuel. Dans le temps, le salaire annuel d'un enseignant, mettons, qui était à peu près 30 000 $, acheter une maison, ça coûtait à peu près 30 000 $. Puis aujourd'hui, tu peux pas, avec l'équivalent d'un salaire annuel d'une personne, acheter, tu sais, trouver une maison. Ce serait pas grosse la maison, hein? Alors, mais dans ce temps-là, qu'est-ce qui faisait que les filles continuaient... pour que moi, j'ai pas eu l'idée de persister dans le travail, c'est que je considérais que j'étais capable de vivre comme ça. Mais avec le recul, je me dis, mon Dieu, que la vie aurait été plus belle. Mais j'ai repris, quand le garçon a eu 2 ans,
J'ai fait une bonne suppléance d'un bon bout de temps, avec lequel on a pu payer le cabanon, la tondeuse, un paquet de choses. Et c'est là que j'ai vu que c'était ça aussi, la présence de la femme. Parce que le cabanon ou l'épicerie, peu importe qu'est-ce qu'on paye avec... ça permet que l'homme en paye moins. Hein. Il y a moins épais sur les épaules si on voit ça comme je vais l'aider à payer tout ce qu'il a à payer. Comment votre mari voyait ça? Est-ce qu'il voulait prendre toutes les charges financières ou il était On content? n'en a jamais parlé. On n'en a jamais parlé. Je ne sais pas pourquoi. OK. Puis toi, excuse-moi, tu disais, je me rends compte que ça aurait été une autre vie. Tu regrettes de ne pas avoir travaillé? Qu'est-ce que tu veux dire par là quand tu dis ça? À ce moment-là, quand on arrivait à la fin de l'été, parce que c'était un enseignant qui était payé sur 10 mois, il mettait un peu de sous de côté. Quand on arrivait à la fin de l'été, puis qu'on faisait un petit voyage, je sais pas, dans Charlevoix ou en Gaspésie, on ne pouvait pas rapporter de souvenirs parce qu'on aurait peut-être manqué d'argent. Mais si j'avais été assez fine à ce moment-là pour dire, ma vieille, t'as juste à te prendre un emploi, puis tu vas pouvoir rapporter tous les souvenirs que tu veux, puis faire bien plus de voyages. Mais j'avais pas le guts de le faire, probablement. Puis pas forcément la culture, l'idée de le faire. Même parce que tu avais quand même des amis autour de toi qui travaillaient. Donc... Oui. Je sais pas, mais il y avait de la crainte à cause du problème que j'avais eu avec la directrice, là, qui avait fait que l'année d'ensuite, etc. Mais ces craintes-là sont tellement... tu sais, quand tu parles de harcèlement, c'est subtil. On a la crainte, puis elle est souvent pas justifiée. Mais la crainte, elle est là. Tu sais. Mais avant que je l'identifie, ça a pris un certain temps aussi, là, de reconnaître nos peurs. Pour moi, c'était... Je sais pas. J'ai pas cherché à nommer ça parce que il y avait une sorte de vide, là. Et puis en termes de... Le fait de ne pas avoir travaillé aussi en termes de contenu, pour toi, je veux dire, ta vie... Est-ce que tu trouves qu'elle a manqué de sens, que tu aurais pu avoir plus d'échanges, en même temps tu as compensé sur d'autres choses aussi? Comment tu vois ça un petit peu aujourd'hui? Bien sûr qu'aujourd'hui, c'est sûr que quand on accumule un fonds de pension, on peut prendre notre retraite avec un certain montant. Si tu n'es pas sur le marché du travail, en tout cas moi comme enseignante, j'avais un programme pour la retraite et j'ai poursuivi plus tard que il y en a qui sont partis à la retraite à 58 ans, quand il y avait leurs 30-50 services. Moi j'ai arrêté. Je dis tout le temps, j'ai joué au Lego avec les enfants. C'était là ma retraite, là. Après ça, il a fallu que je rattrape les années passées à la maison. Oui, il y a eu un peu de regret par rapport à ça, mais pas tout à fait du regret parce que quand j'ai vu que les enfants grandissaient et que j'ai eu l'idée de retourner sur le marché du travail et que j'avais ces craintes-là, j'ai dit, je vais faire le programme Transition au travail. Je me suis inscrite à Transition au travail. Et là, on travaillait sur soi. On faisait des entrevues, on visitait des entreprises. Et ils m'ont trouvée très bonne en entrevue. Bon. Mais j'avais encore la crainte. Mais je me disais, est-ce que je vais devenir fleuriste? Est-ce que je vais m'engager dans une quincaillerie? Qu'est-ce que je vais faire? J'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et d'aller donner mon nom dans un centre d'éducation des adultes. J'ai dit, c'est différent du primaire, du secondaire, on va voir. Eh bien, croyez-le ou non, ils avaient besoin de quelqu'un en mathématiques ce soir-là parce que c'était une année de négociation et la représentante syndicale devait s'absenter. Ça prenait une suppléante. Je commence ce soir-là en mathématiques que je n'avais jamais enseigné. Et puis, il y avait une élève, ça faisait à peu près 3 fois qu'elle faisait le même exercice. Les parenthèses, l'algèbre avec les parenthèses carrées, les accolades.
j'ai eu l'idée de lui dire, ben, tu cleans la parenthèse. Après, tu cleans la parenthèse carrée. Bien, je pense que ça a fait déclic. Mais remarque que ça faisait 3 fois qu'elle refaisait le chapitre. Mais elle était à sa place, puis elle était toute souriante. J'ai dit, ça va? Oui, enfin, j'ai compris. J'ai dit, ah bon? Et une autre élève était en 5e, là, la trigonométrie, ou, je sais pas trop, là. J'ai dit, c'est une autre élève qui lui a expliqué. Au niveau des mathématiques de 5e secondaire, il fallait que je me replace un peu. Mais je me suis pas trouvée inutile, puis ils m'ont redemandé. Ils me redemandaient en français puis en mathématiques. Et c'est en français, finalement, que ça a débouché. Fait que j'ai terminé ma carrière d'enseignante en français à l'éducation des adultes et j'ai aussi enseigné l'histoire à l'éducation des adultes. Puis je me suis pas trouvée... J'ai eu des bons compliments d'élèves, j'ai eu des belles cartes d'élèves et que je me suis pas gênée de montrer à ma commission scolaire. Quand vous étiez plus jeune, vous avez grandi avec des frères. Oui. Est-ce que c'est ça que vous vouliez faire? Je me demandais, c'était quoi vos aspirations de grandir avec des hommes? Tu sais, vous avez parlé que des fois vous aviez la pensée féminine, puis là vous vous rendiez compte qu'il y avait comme un clash avec ce que vos frères pensaient. Ben, c'est parce qu'ils voulaient me faire payer plus cher de pension. Tu sais, quand tu commences à travailler, là, tu restes chez toi, tu payes une pension à ta mère. Je ne sais pas si vous avez connu ça, vous autres, mais dans mon temps, c'était ça. Mettons que je payais 15 piastres par semaine, supposons. Lui, il voulait que je donne plus. Mais là, j'ai dit, te rends-tu compte que quand je pars d'ici le dimanche soir, le frigidaire est plein, j'ai fait de la sauce à spaghetti, tatati, tatata. Ça me semble que ça a de la valeur, ça. J'ai dit, si toi, tu fais rien, tu peux bien me donner plus si tu veux, mais j'ai revendiqué le droit que ça reste comme ça. Mais d'un autre côté, je comprenais que notre mère avait besoin de sous. Et comme je t'ai dit, j'ai endossé. C'est ce qui a permis à notre mère de payer la maison assez rapidement, parce que j'ai 2 de mes frères qui ont fait la même chose ensuite. Alors, non, mes frères sont gentils avec moi. Il n'y a pas de... Il y a eu juste ce petit accrochage-là, là, mais... Puis est-ce que vos frères ont fait de longues études? Est-ce qu'ils se sont mariés? Est-ce que leurs femmes aussi Je pense qu'il y en a un qui est encore aux études. Le plus vieux, il a été chanceux. Ben, chanceux. Dans le temps, le plus vieux... J'avais 2 oncles prêtres chez les Capucins. Alors, le plus vieux, chez nous, il a eu ses études payées. On était pauvres. Je dis d'habitude, je dis raide pauvre. Il y a une famille, il y a un monsieur qui avait juste une fille qui a payé pour les études de mon frère au séminaire. Le séminaire, ben, c'est le cours classique. Avant que c'était pas le noviciat ou rien, là. Lui, il a débarqué de là, puis il est allé compléter son cours à l'école normale. Ensuite, il est allé à l'université en géographie. Fait que lui, il était pensionnaire toutes ces années-là. Fait qu'à la maison, on n'était pas 5, on était 4 durant l'année scolaire. Lui, il a moins appris à faire à manger que les autres. Après ça, le deuxième, il a doublé une année scolaire. On a fait notre communion solennelle en même temps. Il a perdu une année. Mais lui, il a laissé l'école assez jeune. Il n'avait pas fini sa... Ok, c'est bon. Alors, on va retourner juste sur le deuxième frère dont tu viens de parler. Mon deuxième frère, il a laissé l'école assez jeune. Il a travaillé sur des chantiers, des livraisons, des emplois de journalier. Mais à 26 ans, il est retourné aux études et il a fait anthropologue. Il a son mémoire de maîtrise. Il a fait des études au niveau de la maîtrise aussi. C'est le deuxième. Moi, je suis la troisième. Le quatrième, il a fait relations industrielles. Et tout d'un bout, lui, là, sans interruption. Et le dernier, c'est l'artiste de la famille. Il a étudié la flûte traversière au conservatoire. Il a enseigné la musique. Et dans le temps,
il y avait un problème. Est-ce que la commission scolaire engage un musicien pour enseigner ou un enseignant qui sait la musique? Vois-tu la nuance? Mon frère était un musicien qui enseigne. Et le directeur qui lui a donné sa chance avait un papa musicien qui enseignait et qui avait du talent. Et c'est comme ça qu'il a eu sa chance à la commission scolaire. Et ensuite, il a dirigé les conservatoires de musique et d'art dramatique. Et puis maintenant, il est à la retraite. C'est beau, hein? Oui, c'est très beau, vraiment. C'est impressionnant, en fait. Toute Si la variété de métiers. Si notre mère était là pour voir ça, des fois, on se dit... Ouais. Et elle a maintenant... Notre mère aurait... on était 5 enfants, 12 petits-enfants, et puis 12 arrière-petits, et 13e qui sont venus. Ah, c'est fière. Ouais. Puis, le métier d'enseignante, c'était un des métiers, j'imagine, qui pouvait être populaire auprès des femmes. Est-ce que vos amis ont poursuivi des carrières en enseignement? Ils ont-tu pris des métiers moins traditionnels? C'est sûr que j'ai gardé plus de liens avec mes amis enseignants, comme Edith ou André, mais, ouais, quand à la 11e année, on pouvait faire le cours commercial, secrétaire. On pouvait s'en aller infirmière ou maîtresse d'école. Je connaissais pas grand-chose d'autre parce que on n'avait pas accès aux classiques, aux cours classiques. Et c'est le cours classique qui menait à l'université. Donc, si j'avais voulu aller à l'université, ça aurait pris, je sais pas quoi, là, comme complément. Mais c'était la transition. Comme j'ai terminé ma 11e année en 64. C'était le début, le rapport parent, et c'était l'abolition du cours classique, le début des cégeps. J'étais dans l'année de transition, le cégep n'était pas encore formé. Ils sont venus chercher les enseignants de 5e secondaire pour enseigner les premières années de cégep. Là. Ça s'est fait un peu comme ça. Mais je n'ai pas réfléchi longtemps. Là. Ma mère est allée m'inscrire, puis c'était un cours pas long, puis ça pouvait me permettre de l'aider financièrement à l'école. J'avais appelé ça, moi je faisais le brevet B, puis après ça, une année de pédagogie préscolaire. On a eu une conférence, puis là, ça parlait juste du brevet A, le brevet A. Le brevet A, ça prenait 4 ans. Il faisait 2 années avec du latin, un peu comme au cours classique, puis ensuite 2 années de pédagogie. Nous autres, on était tout de suite 2 ans, le brevet B, tout de suite 2 ans, tout de suite dans la pédagogie. Donc, on pouvait gagner notre vie plus tôt qu'elle, puis on pouvait compléter nos études de brevet A les samedis ou durant les étés. Alors moi, à la conférence, j'avais dit « Nous, du brevet A accéléré ». Alors mes compagnes de classe avaient fait une pancarte « Brevet A accéléré ». J'avais collé ça par-dessus la pancarte « Brevet B, classe de Sœur Solange, brevet A accéléré ». Pour finir plus vite. Puis faire... Pour finir plus vite, ben, je trouvais ça intelligent de le faire comme ça. Mais n'empêche que tant mieux pour les autres. Peut-être que j'aurais été peut-être dans ça si on n'avait pas été chez nous raide pauvre. Mais le raide pauvre faisait que on faisait des choses avec rien, ou on recyclait, ou... et c'est là, la créativité, là. Quand t'as des petits bouts de... Ben oui, c'est là qu'on se débrouille. Des petits bouts de tissu, des petits bouts de laine, puis tu fais des miracles avec ça. Puis quand vous avez eu ces 3 choix-là dont vous parliez, infirmière, secrétaire, enseignante, est-ce qu'il y avait-tu une chialage auprès des filles? Est-ce que c'était comme un chemin normal? Est-ce que les gens autour de vous, y avait-tu des filles qui avaient des aspirations en dehors de ça? Est-ce que vous auriez aimé choisir à ce moment-là un 4e choix ou un 5e choix? Comment vous voyez cette option réduite-là de choix que vous avez eu? Ah ben c'est sûr que j'aurais aimé ça être chercheuse. À l'université, en biologie, des choses comme ça. Je me suis souvent vue là pendant mes études, mais je savais que c'était impossible. Mais la frustration s'arrêtait là. Moi, on dirait que
Je sais pas, mais c'est comme une formule d'acceptation. Tu sais, c'est quelque chose d'impossible. Bon, ben, hein? Il y avait la phrase que je disais des fois, on fait pas ce qu'on aime, donc on va aimer ce qu'on fait. Est-ce que Puis comment ça, c'était impossible? C'est Comment? trop long, les études. Donc c'était plus les hommes qui allaient là-bas? C'était impossible parce que tu étais une femme ou c'était Non, impossible parce que vous étiez pauvre? Oui, parce qu'on n'était pas riches. Et je voyais pas comment. Je voyais pas. Non, je voyais pas comment. C'était trop compliqué. C'était une priorité de retourner vite. Pour Mais pouvoir même travailler. pas. Même pas. Je pense que je me suis pas vraiment posé de questions. Ma mère est allée m'inscrire. J'étais peut-être un peu trop obéissante là, pour me poser toutes ces questions-là, mais tant mieux pour celles qui peuvent se poser toutes ces questions-là, mais oui puis non, là, tu sais. Ça donne comme ça. Et toi, quand tu dis tant mieux celles qui peuvent se poser ces questions-là, quand tu nous vois, nous, notre génération, on peut aussi bien aller dans l'espace, faire des films, être technologue, tu sais, quel regard t'as sur notre génération par rapport au choix qu'on a, nous? Ah ben là, je vais te parler des 3 métiers de mes enfants qui a amené cette discussion-là, parce que la plus vieille est conseillère en orientation, son frère est ingénieur mécanique. Quand le garçon commence à travailler, lui, il a fait un cours de 4 ans, elle a une maîtrise, donc elle a un cours de 5 ans, et lui, quand il commence à travailler, il gagne ce que sa sœur gagne. Elle a plus d'études, puis déjà sur le marché du travail depuis un bout. Elle n'a jamais gagné autant que si elle avait fait un cours d'ingénieur. On appelle ça les sciences molles et les sciences dures. Et la plus jeune a fait un cours de 3 ans. Je pense que ça y a pris 4 ans à le faire. Là. Elle a triché un peu, elle ne me l'a pas dit. Elle voulait se la couler douce, ça prenait moins de cours. Mais, traductrice, elle commence, première année, 45 000 par année, comme traductrice. Fait que je regarde ces 3 métiers-là, puis qu'est-ce qu'ils ont choisi? Ils n'ont pas choisi... Marie, l'aînée, elle s'est dit, quand elle a fait elle est allée au cégep en se disant, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, mais je ne veux pas être pauvre. Puis pour ne pas être pauvre, ça me prend l'université. Puis elle a choisi pendant son cégep. Peut-être qu'elle aurait pu choisir des sciences, mais elle avait fait un stage dans un terrain de jeu comme monitrice, puis elle avait trouvé qu'en relation d'aide, elle n'était pas mauvaise. Fait que c'est ça qui avait fait qu'elle avait choisi un métier d'aide. Le garçon, lui, il voulait faire, curieusement, il voulait faire architecte. Sa sœur, conseillère en orientation, lui a dit pas de débouché là-dedans. Alors là, il voulait faire ingénieur en design. Mais ça se donne à Montréal. Puis lui, économe, il ne voulait pas commencer endetté, aller en appartement à Montréal pour étudier. Ça lui prenait quelque chose à l'université Laval, proche. Et puis, c'est comme ça que quand il a visité l'école d'ingénieur, il a aimé ça. Puis la petite dernière, ben, elle a toujours été bonne en anglais. Elle écoutait les Simpsons à 12 ans, fait que elle a performé en anglais. En secondaire 5, elle a eu la médaille en anglais. Fait son cégep en anglais. Puis elle est traductrice. Alors, c'est des domaines différents. Mais je pense qu'il y a plus de variété d'emplois maintenant que dans mon temps. Puis vous avez la possibilité aussi de créer tous les travailleurs autonomes se trouvent à créer des fois des domaines d'emploi qui n'existaient pas avant. Ça, je trouve ça, j'admire, mais il faut être capable. J'ai fait le choix à un moment donné, parce que j'ai fait mon certificat en art visuel, où j'ai fait le choix de ne pas être une artiste à plein temps, pour ne pas être pauvre encore. Et parce que je me disais, je vais gagner ma vie avec un métier pour que l'argent rentre régulièrement et je serai artiste les soirs et la fin de semaine. J'avais fait ce choix-là, même si il y a des peintures un peu, mais je n'ai pas développé ça parce que c'était trop compliqué.
fallait presque prendre un gérant pour mener notre carrière. Puis, comment votre mari, vous voyez ces questions-là, justement, de la femme qui travaille, l'éducation des enfants? Est-ce qu'il y avait était-tu très opinionné sur ces questions-là? Y avait-il des opinions assez... Bon, on n'en a pas vraiment discuté, mais il adorait s'occuper des enfants. Partir avec la petite brouette de bois, là, puis faire le tour du quartier juste pour promener un enfant qui serait capable de se promener en tricycle ou n'importe quoi, pour le plaisir de faire le tour de la maison avec la brouette, la vraie brouette. Ah oui. Il s'en occupait. Ah oui, il s'en occupait. Ça, c'était pas un problème. Ça a été autre chose, le problème. Si tu veux qu'on en parle, on va fermer la caméra. Non, mais on peut peut-être... Attends, je vais quand même faire... Bon. Ben, on peut peut-être poser une question, mais oui, justement, vous avez de l'expérience par rapport à nous dire, bon, vous, dans votre famille, vous avez eu 4 frères, est-ce que votre mère voulait beaucoup d'enfants? Vous, est-ce que vous vouliez beaucoup d'enfants? Ah, je vais te dire quelque chose. Ma mère, elle avait 2 beaux-frères prêtres. Mon père avait 2 frères capucins. Et il était malade. Et quand un prêtre vient et il dit à ta mère qu'elle empêche la famille, ma mère, qui avait un mari malade, a dit « C'est ton frère qui est malade ». Mais ça s'est arrêté au 6e. Le 6e, le petit bébé n'a pas vécu longtemps. Pour l'époque, là, c'était une belle famille, mais ça avait coupé court à la discussion avec le religieux. Mais moi, on avait décidé, quand on s'est mariés, d'attendre 2 ans. Fait que, elle est arrivée en 75. On s'est mariés en 73, elle est arrivée en 75. C'était comme ça. Oui. Mais c'était quoi, dans ce temps-là, les moyens de contraception que tu pouvais utiliser pour... Les anovulants. J'ai pris des anovulants entre mes grossesses et avant la première grossesse. En arrêtant, je tombais enceinte. Okay. On disait ça, tomber enceinte, ça se dit encore? Bien sûr. Alors, la plus vieille, j'ai accouché à l'hôpital du Saint-Sacrement. Parce que, je ne sais pas s'il y avait... parce que c'est pas l'hôpital le plus proche, là, je me rappelle pas s'il y avait une ouverture à... La méthode Le Boyer, il y a eu la méthode Le Boyer, mais ça, je pense que c'est plus le 2e, où le mari peut mettre le bébé dans l'eau, là. Bon. Ça, c'était à l'hôpital du Christ-Roi. Au 2e, j'ai eu l'épidurale à la première et au 2e aussi. Donc, et si c'était à refaire, on me donnerait l'épidurale sur le parking avant de rentrer à l'hôpital. C'est une blague. Parce que la 3e, elle ne s'est pas bien présentée. C'était pas un siège, mais au lieu d'arriver la figure vers le plancher, elle est arrivée, elle avait déjà la figure vers le plafond. Je dis qu'elle avait déjà des idéaux très élevés. Regardez le plafond. Ça a été plus long. Et les 2 enfants, les 2 plus vieux, étaient présents à l'accouchement de la 3e. Est-ce que votre mari était là aussi? Ben oui. Et les enfants avaient la petite jaquette d'hôpital par-dessus pour un peu l'asepsie, je suppose, là, quelque chose comme ça. Ouais. J'avais choisi, je faisais ma moderne, là, tu sais, j'avais suivi, à l'aîné, j'avais suivi les cours prénataux, prétendument pour accoucher sans douleur. C'est pas vrai. À l'hôpital, à un moment donné, je pars à pleurer, puis j'arrête pas. Je pleure, comme par nervosité. Au lieu de « Oh, ma petite madame, ça va bien aller », comme il ferait de nos jours, une piqûre de Librium. Alors, ma plus vieille est née, j'étais sur le Librium. C'est comme du Valium, là, tu sais, sur les calmants.
Et puis, à l'hôpital, les gens disaient, à la pouponnière, il y a un petit bébé esquimau. Ben oui, c'est ma fille. Elle avait les cheveux noirs, comme les bébés inuits. Le deuxième, j'avais choisi l'hôpital parce qu'il y avait, je crois, l'accouchement Le Boyer qui appelait dans le temps. Là. J'avais suivi. Moi, je lisais des livres. J'étais meilleure pour lire des livres que pour écouter. Voyons, j'ai-tu le goût, là? Qu'est-ce qui me tente? Tu sais, j'étais très, très, très dans ma tête. Fait que là, c'était à l'hôpital de Christ-Roi. Puis, bon, on part pour l'hôpital. Les contractions étaient aux 5 minutes à peu près. Et puis là, ça arrête. Moi, j'arrive à l'hôpital, puis les contractions arrêtent. Là, tu sais. Fait que là, il y a une jeune infirmière qui dit ben, on va vous retourner chez vous. Fait que là, c'est le fun, tu sais. T'as placé la petite chez ton frère, puis là, la petite est de retour à la maison, puis là, évidemment, les contractions repartent. Là, j'appelle à l'hôpital, il dit, il faut que ce soit combien de temps, aux 5 minutes, pour que j'y retourne? Venez-vous-en, c'est une erreur, ils sont trompés, ils n'auraient pas dû vous laisser partir. Fait que là, tu fais avec le bébé. Fait que mon frère est venu garder ici. On était déjà ici à ce moment-là. Fait que ça, c'est le deuxième. Puis la troisième, bien, c'est ça. J'ai voulu avoir un accouchement sans épidural, mais comme le bébé ne se présentait pas de la bonne façon, celle qui accouchait, elle a dit bien, on va prendre notre temps. Ça va être comme juste plus long et plus difficile. Puis, est-ce qu'à ce moment-là, vous saviez, est-ce que vous aviez discuté combien d'enfants vous vouliez avoir? Est-ce que vos amis commençaient à avoir des familles plus réduites ou les grandes familles étaient encore communes? Ben là, je vais te faire une confidence. Je pense que pour mon homme, 2, ça aurait été assez. Mais moi, j'en voulais 3. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, bon, j'arrête la pilule. Et la troisième est arrivée. Est-ce que l'Église aussi exerçait encore une pression ou plus... On n'allait pas à l'église, je pense pas. Non, c'était fini, ça. On s'est mariés à l'église, mais on n'allait pas à la messe, là. Je pense pas. On s'est mariés, la noce a eu lieu chez ma mère. Ma mère avait pas une grande maison, mais on n'a pas invité trop de monde. Et puis c'est mes cousines qui ont aidé à faire le goûter et tout. Ça, c'est quelque chose... Ces cousines-là, je les vois pas souvent, mais elles s'en rappellent. Ça avait été une fête de préparer tout. Ma mère avait cousu ma robe. Assez spécial. Un 12 mai, ça faisait quasiment 21 jours qu'il pleuvait. Là, voyage de noces, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça, voyage de noces? Où est-ce qu'on va? Ben, on a presque tiré à pile ou face, là, nord, sud, puis on est allé sur la côte nord. Je conseille pas ça à personne, un voyage de noces le 12 mai sur la côte nord. Les lacs sont pas calés, il fait fret, mais au moins il n'y a pas de moustiques. Mais c'était beau quand même. Mais dans le temps, la mode, c'était le nord de Montréal. Tu sais, les auberges comme le Petit Bonheur, là, ça aurait été ça. Il y en a d'autres qui allaient peut-être à Niagara. Tu sais, c'était un peu ce genre-là. On était à part des autres, mais je me suis toujours sentie à part des autres. Probablement que ça vient du fait que j'étais seule de fille. Mon grand-père m'avait baptisée Mono. Mono. Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, Mono? Je suis unique à travers quatre garçons. Mais, ensuite, j'ai dit, je suis unique. Point. Et je disais au petit gars, vers l'âge de 8 ans, là, le premier qui m'appelle Mono, je lui donne un coup de poing. Juste une question, je ne sais pas si on vous l'avait posée là-dessus. Est-ce que votre mère, elle a éduqué vous et les autres enfants de la même façon? Est-ce qu'elle éduquait gars-fille ou est-ce que vous aviez un statut à part, genre de plus l'aider dans les tâches de femme ou comment ça fonctionnait ça? J'aurais pas pu faire tout ce qu'il y avait à faire. Les gars faisaient leur part, hein, la vaisselle ou passer le balai après le repas. Là. Tout le monde collaborait. Dans une famille où il y a 7 filles, 3 gars, c'est peut-être pas la même affaire, là, mais... Ah non, ça... Ben, des fois, on disait qu'elle avait une préférence pour le plus jeune. D'ailleurs, c'est belle, ton chouchou, mais non, c'est pas vrai, ça. Je pense qu'elle essayait d'être le plus juste qu'elle peut. Elle, fille-gars, elle vous éduquait pareil? Mais probablement que ça aurait été mieux pas. Tu sais,
pour que j'aie un petit statut féminin. Ça n'aurait pas été si mauvais, dans le fond, mais non, je vois pas de différence. OK. C'est ça, j'étais revenue au chapitre d'avant, là, soudainement. Oui. Ça m'est popé, désolée. Et moi, j'avais une question pour revenir par rapport au mariage. C'était courant parce que de nos jours, il y a beaucoup de femmes qui ont des enfants avant de se marier. Moi, par exemple. Moi aussi. Audrey aussi. C'était comment, dans votre temps, c'était vraiment la norme de se marier et d'avoir des enfants après? Puis comment vous voyez ça? Quand on va attendre, Vous voulez que ça soit plus juste? ça tourne. Pourquoi votre mère voulait que ce soit plus juste dans votre famille? Je viens de réaliser ça, là. Eh bien, elle était la petite fille. Comment je pourrais bien dire ça? Ma mère, Ma vraiment, c'est pour qu'on situe de qui on parle. Ma mère était la petite fille d'un marchand de bois à Montmorency. Ce marchand de bois-là avait 2 enfants. Et l'héritage est allé au garçon. Donc, ma mère a été témoin que sa mère n'a pas reçu autant que l'oncle. Donc, elle, à cause de ça, je pense qu'elle était sensibilisée à la justice entre les hommes et les femmes pour élever ses enfants aussi. Donc, elle a appliqué ça Oui. dès la vie familiale. Ah oui. Je suis pas mal sûre que ça a guidé sa vie, ça. Parce qu'elle en a parlé souvent. Surtout que peut-être que l'héritage a été dilapidé d'une certaine façon par des héritiers. OK. Ouais. Bon, d'accord. Fait qu'on a ça, puis on prendrait une petite tangente. On a parlé aussi beaucoup avec nos 2 autres interlocutrices de mode et de beauté. Ah bon? C'est sûr que les critères de mode et de beauté sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. Voulez-vous nous dire un peu, là, quand vous étiez adolescente dans la vingtaine, qu'est-ce qui était qu'est-ce qui était populaire pour les filles? Est-ce que vous avez porté des pantalons? Est-ce que tout le monde était en robe? C'était comment la mode, la beauté? Là? Ah, il y a de quoi s'amuser. Mon premier pantalon, c'était un pédale pusher. Qu'est-ce qu'un pédale pusher? C'est un pantalon en bas du genou. C'est un pantalon qu'on appellerait capri de nos jours. Et je crois que j'avais 8 ans. J'ai fait le tour du quartier pour aller montrer à toutes les voisines et à leur mère mon nouveau pantalon. C'est le souvenir que j'en ai. Je ne sais même pas si c'est fidèle, là, mais c'est vraiment ça. Mais tellement que, en allant dans la rue voisine, parce que j'ai débordé un petit peu, parce que mes amis étaient un petit peu dans la rue voisine, j'étais tombée et je m'étais blessée. Fait que là, j'ai refait le tour du voisinage pour montrer mon bobo. Je suis pas certaine que j'ai tout fait ça, mais c'est ça. Mais ma mère, là, elle était très belle, puis elle n'avait pas de crème ou de maquillage. Je pense qu'elle avait juste une crème de jour, là, comme du Noxzema. Je suis pas certaine que c'était comme ça que ça s'appelait, là, mais presque rien. Puis elle a eu les cheveux blancs très jeunes, et les gens lui disaient c'est qui votre coiffeuse qui vous fait de si belles mèches? Non, c'était ses cheveux qui étaient comme ça, là. Elle a blanchi, on disait qu'elle avait blanchi assez jeune. Et moi, j'ai fait comme elle. Mais j'ai dit, il sera toujours temps de les avoir blancs. Ça a été ma réaction. Pour la mode, et c'est sûr que elle savait coudre. Dans le soleil, il passait des petites annonces de patrons. C'était tout petit comme ça. On voyait, mettons, une chemise, on voyait la dame, la chemise. Et là, comment commander le patron? Puis à côté, souvent, il y avait un tricot ou quelque chose au crochet. Bien, elle le regardait, puis elle le faisait. Elle n'avait pas besoin de faire venir le patron. Elle était capable de faire ce qu'elle voulait, en tricot, en crochet ou en couture. Ça venait d'où l'idée du pantalon? Est-ce que c'était votre idée ou c'était l'idée de votre mère? Non, je ne m'en rappelle pas. Est-ce que j'ai demandé un pantalon? Je ne sais pas, là. Non, je ne m'en rappelle pas. Est-ce que... Non, j'ai aucune idée. Que vous avez fait le tour du quartier, c'est parce que c'était pas commun du tout? Vous vouliez comme montrer... vous étiez fière de votre pantalon, pourquoi? Oui.
un pantalon noir avec un petit rabat. Hein, il y avait une partie repliée avec jaune et noir. Mais je n'ai pas beaucoup de souvenirs autres que ça. Là. C'était rare pour les petites filles d'être en Je pense que pantalon? oui. Ouais. Est-ce que tu peux le reformuler? Parce que je peux garder ma question. Je pense que c'était rare pour les petites filles de porter le pantalon. Il y avait des jartelles. Vous savez pas c'est quoi des jartelles? Je vais vous expliquer. C'est pas des jarretières, des jartelles. Alors, on portait des bas qui allaient en haut des cuisses. Pour retenir ça, c'était comme des bretelles en élastique qui étaient rattachées par un autre morceau d'élastique. Puis au bout de ces bretelles-là, qui rejoignaient les bas, il y avait une espèce de... Tu sais, t'as ça là, dans le haut des salopettes, là, pour une espèce de... Hein? Bon, ben là, tu rentrais ton bas là-dessus, ça s'accrochait. Ça accrochait les bas en avant, puis en arrière aussi. Tu avais les bretelles qui allaient en arrière. Fait que tu avais deux machins comme ça. Des fois, tu t'assoyais, tu étais assis sur les crochets. Là. L'hiver, il y avait un bout, comme on allait à l'école en jupe, avec des bas comme ça, il y avait un bout de cuisse à l'air. Alors, on portait ce qu'on appelait des culottes à grand manches. Des pantalons qu'on pouvait mettre par-dessus nos petites culottes ou qui remplaçaient la petite culotte et qui couvraient, qui rejoignaient les bas. Ensuite sont arrivés les collants. Oh, quelle merveille! Les collants, les bas culottes, ça c'est arrivé aussi plus tard. Ça c'est tout un souvenir. Les gaines, vous voulez que je vous parle des gaines? Ma mère portait un corset. Et ça, il y avait du laçage, et puis je ne sais pas où est-ce qu'elle faisait faire son corset, mais il y avait des corsetières qui étaient spécialisées, puis ils faisaient des corsets. Mais là, sont arrivées les gaines, mais les gaines, on attachait nos bas avec les gaines. Au lieu d'avoir les jarretières, là, le petit bout de jarretière qui servait à attacher les bas était attaché après la gaine. Là, tu as une gaine avec... deux pendrioches qui servent à attacher les bas. Ensuite, il y a eu les gaines culottes. Alors, c'est du latex, là. C'est de l'élastique quasiment à 100%, puis il ne faut pas que ça soit trop serré quand même, mais ça montait un peu ajusté. Ça pouvait servir à retenir le petit bedon. J'ai jamais porté de corset, mais j'ai déjà porté des gaines avec des petites baleines. Et ensuite, les gaines culottes, là. Puis après ça, ça a pris le bord. Ça, c'est une bonne affaire que ça ait pris le bord. Moi, le premier soutien-gorge que j'ai acheté, il y avait une lingerie à Beauport, un petit magasin où ils vendaient des vêtements. C'était les demoiselles Guillot qui tenaient ça. Fait que là, je savais pas trop quelle grandeur que ça me prenait. Bon, ils m'ont guidé là-dedans, puis je prenais du C, je crois. Quelque chose comme 32C. Fait que la demoiselle, la vieille fille qui était là, a dit « Oh, vous êtes chanceuse, parce qu'il y en a qui avaient du 2A ou du A. Moi, j'avais du C déjà. » Ça m'avait bien fait rire. Pas si chanceuse que ça. J'étais pas mal inconfortable. Ah, les menstruations. Vous voulez que je vous dise quelque chose sur les menstruations? Ouais. Un été, je devais aller cueillir des fraises à l'île d'Orléans. Chez les Gosselins, chez les Imbeaux. Alors, le matin que je devais partir, ma mère vient dans ma chambre à coucher. Je me rappelle encore, la toile était baissée, il faisait sombre. Et elle avait dans ses mains un cotex. C'est quoi un cotex? Une serviette sanitaire. Grosse serviette sanitaire, épaisse comme ça, avec deux grands bouts. Vous n'avez jamais connu ça, vous autres. Hein? Alors, on portait une ceinture en élastique qui avait deux petits bouts qui pendaient, puis on attachait la serviette sanitaire après ça. C'était pas très, très confortable. Fait que là, ma mère, elle m'explique que peut-être que j'avais 12 ans, je pense, que je vais peut-être avoir besoin de ça, comme je vais être partie une semaine ou 15 jours, là. La dame, elle a vu ça dans ma valise, je pense, je sais pas trop. En tout cas, ça me tannait. Tellement que quand j'ai eu mes premières menstruations, j'en ai pas parlé à ma mère. Je me suis débrouillée avec des culottes à grand manches, mais je les changeais souvent.
Ah, c'était pas drôle. C'est pas une belle expérience, les menstruations. Probablement que c'était pas bien... Vu que c'était pas bien expliqué, pas bien accepté, tu sais, parce que pour me débrouiller avec des culottes à grand manches, là, alors que les autres, ça existait, là, tu sais, j'avais pas la quantité de serviettes sanitaires, mettons, dans ma chambre ou accessible facilement ou n'importe quoi, je sais pas. C'est un mauvais souvenir. C'était fait en coton, ça? Un peu plus vieille que moi, elle nous racontait que chez eux, il y avait un tiroir aux guenilles. Ils étaient 7 filles à peu près. Fait que et ça se lavait à l'eau froide et puis ça retournait dans le tiroir. T'entourais ça, là? Non, t'entourais rien. Tu le plaçais dans le fond de ta culotte et puis ça bougeait peut-être un peu plus que ça ou peut-être pas plus que ça. C'était retenu, c'était déposé dans le fond de la culotte. Est-ce que vous, quand vous sortiez... Toi, d'après moi, parce que on a pu le relire. Est-ce que quand vous sortiez à l'extérieur ou quand votre mère sortait, c'était quoi un peu les rituels de beauté? Est-ce qu'il fallait toujours être coiffé, maquillé, en robe? Comment votre mère faisait ça? Comment vous avez fait ça? J'ai pas vu souvent ma mère en pantalon. Pour aller dans le bois, aux loisirs familiaux, là, pour aller à la campagne, oui, mais elle était presque toujours en robe. C'est sûr que moi j'ai suivi la mode, hein, j'étais jeune fille quand ça a été la mode des mini-jupes et des hot pants. Avez-vous connu les hot pants? Les hot pants, c'était très court. C'est comme une jupe culotte, très courte, c'est presque un short qu'on portait par-dessus le bas nylon, par-dessus le collant, hot pants. Il y a aussi il y a eu la mode une année un vêtement d'une pièce, d'ici jusqu'à la cheville. Ça, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelait ça, noir. Tout le monde avait ça. Pas moi. Quand j'étais à peu près à 10-12 ans, c'était la mode des souliers Pat Boone. Avez-vous connu Pat Boone? Ben, c'est un peu comme Elvis. Alors, c'était des souliers... Elvis, il a chanté Blue Suede Shoe, des souliers de suède bleue, mais ça, c'était des souliers blancs. Pat Boone, il y avait des souliers blancs, puis les filles portaient des souliers blancs lacés, avec comme juste deux petits... le laçage était petit. Il n'y a pas 6 trous, là. Ben, moi, j'ai eu des souliers Pat Boone, mais après tout le monde. Parce que quand c'était les souliers Pat Boone, moi, j'avais encore mes souliers bleus et blancs. La partie bleue était la partie du milieu, le bout et le talon étaient blancs. Mais il me semble que mes souliers, ça n'avait pas de bon sens, des souliers bleus et blancs longs comme ça. C'était pour les petits. Mais moi, c'est ça que j'avais. Mais des fois, on recevait des choses. Les gens nous donnaient du linge ou des affaires. Les patins, entre autres. On a reçu des stocks de jouets ou de... Mais c'était tout le temps des patins noirs. Alors moi, je n'ai pas appris à patiner parce qu'il aurait fallu que je mette des patins noirs. Je ne voulais pas mettre des patins noirs. Alors, la mode. Puis, est-ce que... parce que votre mère, elle portait des corsets. Vous, est-ce qu'il y avait des critères aussi encore là, d'avoir des petites fines tailles comme on a aujourd'hui des mannequins, est-ce qu'ils sont tout petits ou est-ce que ça ressemble un peu à aujourd'hui? C'était quoi les critères de beauté à ce non, je pense que ma mère, elle s'acceptait comme elle était. Là. Elle était pas, moi, j'étais plus petite que je suis là. Qu'est-ce que j'habillais? Je devais prendre du 10 ou du 10 ans à ce moment-là. Maintenant, c'est plus ça. La taille a changé. Mais la mode. C'est sûr qu'elle savait coudre. Fait qu'elle aimait les patrons, des fois difficiles. Les patrons vogues, c'était des patrons considérés comme difficiles, puis elle était capable de coudre ça. Elle pouvait faire des choses plus originales, puis ça lui coûtait beaucoup moins cher que de l'acheter au magasin. Chez nous, c'était ça. Elle se maquillait pas beaucoup. Elle avait du rouge à lèvres et puis son eczéma. Elle n'avait pas grand-chose à... Puis ses cheveux, il n'y avait pas grand-chose à faire. Elle avait peut-être un rince bleu.
les gens qui avaient les femmes qui avaient les cheveux blancs, des fois, ils utilisaient un rince bleu, mais je pense qu'elles n'avaient même pas besoin. Ses cheveux n'avaient pas tendance à jaunir. Le rince bleu, c'était peut-être pour que ça fasse plus blanc, là. Je m'en rappelle pas. Est-ce que vous aviez une idole quand vous étiez adolescente ou jeune femme, une femme que vous auriez aimé ressembler? Ah non, je me rappelle pas de ça, mais je me rappelle d'avoir chanté les Beatles. Attends un peu. Je faisais partie des guides. Fait qu'on avait fait une excursion dans le Vieux-Québec. Là, on était sur les plaines à peu près, puis on prenait la terrasse du Frein, la promenade des gouverneurs pour rejoindre la terrasse du Frein. Et on chantait à tue-tête la seule phrase qu'on savait, « She love you, yeah, yeah, yeah ». Je ne savais pas d'autre chose que ça. J'ai une amie qui a eu tout de suite les disques des Beatles et de Elvis Presley. Pas moi. J'étais probablement... Même aujourd'hui, là, j'ai des CD de musique, puis je suis pas portée... je sais bien qu'on n'écoute plus la musique sur des CD, là, mais non, je suis pas très musique. Alors, j'étais pas... Ma mère aimait beaucoup Nicole Germain. Nicole Germain, c'était comme une des plus belles comédiennes de la télévision qui a commencé dans les années 50. Et elle a peut-être fait comédienne, annonceuse ou toutes sortes de métiers comme ça. Elle avait une certaine admiration, mais moi, je me rappelle pas d'avoir... J'étais d'accord avec elle. Puis qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de ce que vous voyez à la télévision, dans les magazines, des modèles de femmes que nous, on a aujourd'hui? Marie-Nicole Lemieux? Ben, elle a des formes généreuses. Oui, c'est ça. Mais, ouais. Non, j'admire les femmes, Lise Dion, j'admire les femmes qui ont le courage parce que c'est des femmes qui créent leur emploi, ça. Hier, on a vu qui, donc, à la disque, là, on a vu la blonde, là, qui joue du violon. Voyons, comment est-ce qu'elle s'appelle? Elle a un Stradivarius. Non, ça vous dit rien? Ah. En tout cas, c'est pas grave. Mais les artistes, là, comme ça, de chant ou de musique, là... Puis je voulais dire aussi par rapport à l'apparence. Par rapport à l'apparence? Ouais, là, on est toujours sur mode et beauté comme thématique. Moi, c'est pour ça que j'ai lancé Marie-Nicole Lemieux, parce qu'elle a des formes et le photographe qui l'a pris en photo a mis en valeur. Ça donne un petit côté sexy. Connaissez-vous le film Bagdad Café? Oui, c'est un film de 1990. Oui, je l'ai entendu parler, mais je suis pas sûre que je l'ai vu. Et il y a une grosse madame là-dedans. Puis il y a quelqu'un qui veut la peindre. Et puis c'est comme l'éloge des femmes rondes. Parce que nous, on en est encore aujourd'hui beaucoup dans les critères de beauté qu'on reçoit à travers les médias, les magazines. C'est la taille 0 et 1. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que quand vous étiez jeune femme aussi, c'était une taille très mince qui était recherchée par les femmes? Je ne sais pas les autres, là, mais moi, je ne m'occupais pas bien de ça. Un peu comme aujourd'hui, là, quand on dit il y a de l'exagération. Fait que le principal, c'est de manger comme il faut. Parce que si tu te prives de nourriture, quand il y a des déficiences... Moi, j'ai constaté à un moment donné qu'une déficience en légumes, je me portais moins bien. J'avais été un petit bout de temps à négliger les légumes ou quelque chose. Fait que non, il s'agit de... C'est comme on pourrait dire le bon sens dans tout, là. Puis un peu sur le thème, je sais pas si tu me diras si je m'écarte un peu, mais c'est parce qu'on avait parlé de ça aussi avec Céline. Où est-ce que les femmes allaient rencontrer les hommes? Où est-ce que vous sortiez pour... Ah oui, mais ça c'est drôle. Ça c'est drôle. Mais oui. La première année que j'ai travaillé, j'ai tout de suite eu une auto. J'ai eu une occasion de m'acheter une Volkswagen Beatles, les petites Volkswagen, à peu près 400 $ usagées. Alors moi j'avais une auto. Et ma compagne de travail voulait aller dans les discothèques
mais elle n'avait pas d'auto. Fait que moi, je lui servais de transport. Elle dansait, moi, j'attendais. J'ai dit de moi que j'étais tweet. Alors, les places où on allait, je vais te nommer ça. Il y avait des boîtes un peu plus underground, puis il y avait des boîtes un peu plus populaires. Alors, il y avait le Cercle électrique. Ça, c'est un peu plus récent, le Cercle électrique. C'était dans la côte du Palais, dans un ancien cinéma. Il avait transformé ça en discothèque. La Licorne, c'était dans une petite rue de la rue Saint-Jean, transversale de la rue Saint-Jean. Et puis, c'était un autre genre. Puis, on pourrait dire un autre âge. Des gars un peu plus vieux. Puis le truc underground, ça c'était, je pense que ça existe encore, le bistrot sur la rue Saint-Jean. En tout cas, on se tenait là beaucoup, les filles, ça dépend avec qui j'étais. Une certaine période, je me suis tenue au bistrot. Par en arrière du bistrot, il y avait une discothèque underground là, qui faisait jouer de la musique un peu plus pétée, pas flyée, pétée. Il y avait, à Place Royale, la traite du roi. Ça, c'était comme dans la cave de je sais pas quel commerce qu'il y avait là, d'un restaurant, la traite du roi. Qu'on allait dans des places comme ça. Pour rencontrer des maris? Pour rencontrer des gars. Et puis elle avait souvent des numéros de téléphone ou des sorties par après. Pas moi. Moi, je pognais pas. Pourquoi? Je sais pas. Ça m'intéressait pas, les gars, je pense. Il avait assez vu des gars dans ma vie. Les 4 frères. Non, je sais pas. Je savais pas quoi faire avec ça ou comment. Parce que quand t'as des frères, c'est pas des chums, ou ils venaient pas les copains. En tout cas, je sais pas. J'ai pas appris à courtiser les gars ou. Mais à un moment donné, je me suis dit, hé Colin, m'avoir 25 ans. À 25 ans, on coiffe la Catherine. Il faut se marier avant 25 ans. Et c'est à ce moment-là que celui qui est devenu mon mari, ça a coïncidé. Fait que quand je me suis mariée, j'étais sur le bord d'avoir 26 ans. Je pense à peu près comme ça, là. En 73, ouais. Mais il faut vous dire que j'ai passé 2 étés à Montréal. Vous connaissez l'histoire de... autrefois, il se disait, une jeune fille qui mourait, est-ce qu'on l'habille en blanc? Parce que les femmes mariées, on pouvait les habiller autrement, mais les vierges, on les habillait en blanc dans leur cercueil. Fait que là, il y en a une, c'est un vieux monsieur qui m'a conté ça. Elle décède, puis la famille se demande quelle robe qu'ils vont lui mettre. Fait qu'ils ont dit, elle a fait des petits voyages à Montréal, on va y mettre une petite robe à pois mauve. Fait que j'avais passé 2 étés à Montréal, puis moi je me disais, 21 ans, puis j'ai pas encore fait l'amour, je dois être en retard sur tout le monde. Mon amie de femme, par après, elle m'a dit, je t'ai trouvée bien courageuse d'avoir fait ça. Fait que j'avais demandé à un gars J'étais très déçue. Très déçue. Je recommande pas ça à personne de faire ça comme ça. Mais je me dis, on entend des choses venant des... La première fois qu'une fille fait ça, il y en a qui ont fait ça dans la chambre à fournaise chez leurs parents, des affaires à coucher dehors. Je dis, oh mon Dieu. Mais c'est ça la vie, hein. Et quand tu décides que tu fais quelque chose ou que tu le fais pas, c'est ça. Qu'est-ce que votre mère pensait de ça? Vous avez sorti une expression qu'il fallait se marier avant 25 ans, ça venait-tu d'elle? Non. Ça venait d'où? Non, ça venait de moi, ça. Vous étiez mis une pression. Oui. Oui, et puis, oui. Et bien, ça va avec le manque de confiance que j'avais, là. Et puis, là, je m'étais dit, on va le laisser sonner. Là, je racontais que c'était un peu par manque d'estime de moi là, que je me disais, est-ce qu'il y en a un autre qui va vouloir de moi? C'était ça, la question la pression que je me mettais, comme on peut dire. Là. Ça venait pas de vos copines ou c'était... Non.
Il y avait eu, j'avais été monitrice de terrain de jeu à un moment donné, là, ça me fait penser à ça. Et puis, il y avait eu une soirée, moi je me ramassais avec le plus tweet. Ben, les autres, en tout cas, celui qui nous recevait, il était déjà en couple avec une monitrice. Bon. Mais fait que ça ressemblait à ça, là, des fois. Là, tu sais, que je vais dans les discothèques, mais dans le fond, pour faire comme tout le monde. J'ai fumé un petit peu, une couple de mois, pour faire comme tout le monde. C'était beaucoup ça. Et souvent ça. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu te dises non, c'est pas nécessaire pour faire comme tout le monde, c'est pas nécessaire. Fait que j'avais laissé tomber la cigarette. Puis, comme je trouvais ça drôle d'aller dans les discothèques pour lui donner des transports. C'était ça. Tu vois. Ok. Toi, t'avais été. Tu m'as dit compléter avec Bah, peut-être juste si ça te dit de finir par nous dire comment tu l'as rencontré finalement, ton mari. Ah oui. Ah, ça c'est bizarre comment je l'ai rencontré parce que c'était un enseignant. Il avait fait l'école à mon petit frère. Et puis, lui, il y avait des méthodes originales pour enseigner. Puis il leur avait fait, il y avait le concile du Vatican, puis il leur avait fait faire des bricolages. Puis mon petit frère avait fait une mitre d'évêque ou de pape, je ne sais pas trop. Et puis il était venu l'année d'ensuite emprunter la mitre à mon frère, puis il était rentré dans la maison chez nous, puis là, je le connaissais, puis il savait que j'avais participé au bricolage. J'avais fait ça en satin blanc, puis j'avais un truc doré pour faire la croix, puis il était renversé de ce bricolage-là. Plusieurs années plus tard, j'ai enseigné la maternelle à cette école-là, à la même école que lui, qu'on avait des fois des parties de profs, une gang de célibataires, il y en a juste deux. Finalement, deux fois, qui ont été en couple. Et puis, plusieurs années plus tard, il a pensé que je pouvais être la mère de ses enfants. Lors d'un voyage de garçons, ils étaient partis 3 ou 4 copains dans l'Ouest. Et puis, à son retour de voyage dans l'Ouest, bien, il avait communiqué avec moi pour qu'on sorte ensemble. C'est les avances en premier. Oui, c'est ça. Et pour ma mère, ben c'était un bon parti parce que c'était un bon parti parce qu'il avait une voiture et une bonne profession. C'est ça que votre mère regardait? Un bon parti? Oui. Puis à un moment donné, elle dit allez-vous passer l'examen prénuptial, tu sais, chez le docteur? Ah, il faut ça? Bon. Fait que on va chez le docteur. Il dit l'avez-vous essayé? Essayé. Oui, on avait couché ensemble. Puis ça marche-tu? Ben, oui. OK, c'est correct. J'ai pas besoin d'examen. C'est ça l'examen prénuptial? C'était ça l'examen prénuptial. Pouvez-vous juste leur formuler l'examen prénuptial, c'était? Le médecin, il nous demande si, autrement dit, si on a fait l'amour. Puis comme on avait fait l'amour, ben, il n'y avait pas besoin de nous examiner. L'examen prénuptial, c'était peut-être pour vérifier est-ce que le gars bande ou est-ce que... je sais pas. Ben, fait que là, ça n'avait pas duré très très longtemps comme examen, hein? Mais la question aurait pu être, est-ce que madame a joui? Est-ce que monsieur a joui? Ça aurait pu être ça, hein? Parce que madame, elle n'a pas joui. Plusieurs années plus tard, même après avoir eu mes enfants, je me suis aperçue, hein, j'ai découvert qu'est-ce que c'était, là, instruit tous les deux, OK? On n'avait jamais parlé d'orgasme. Moi, je ne savais pas c'était quoi. Et ça m'est arrivé en pleine nuit, sans même faire un rêve érotique. Je ne me rappelle pas d'avoir eu un rêve érotique, mais, oups, hein? Il y a quelque chose qui bouge en bas. En bas, ça, c'était une expression qu'on utilisait entre nous parce que une de ses cousines, une parente lointaine, utilisait toujours cette expression-là, qu'on utilisait cette expression. Voilà, fait que ça aurait pu être, l'examen prénuptial aurait pu être un petit peu plus... Sensible aux femmes.
Oui, sensible aux femmes, exact. Oui. Alors, Une bonne anecdote. il y en a plein comme ça, des anecdotes. Alors, dans des soupers de femmes, à l'occasion, ça m'arrivait de parler de ça. Je disais que je faisais ma Jeannette, parce que moi, ça ne me gênait pas de parler de sexualité. Fait que j'avais raconté ça lors d'un petit groupe, là, qu'on brunchait le dimanche matin. Et puis, à la fin du repas, il y en a une qui s'approche de moi, elle dit, tu sais, elle dit, j'ai 61 ans, j'ai eu 3 maris, puis j'ai jamais eu d'orgasme. Hein? OK. Mais, vu qu'elle m'en parlait, je me dis peut-être qu'elle, elle savait ce que c'était pour pouvoir me dire qu'elle en avait jamais eu. En tout cas, fait que j'ai eu à un moment donné un problème de dos, hein, un problème lombaire. Et là, je me suis mis à lire le rapport Haidt, tous des gros livres sur la sexualité, le rapport Haidt sur les femmes, le rapport Haidt, ou Masters et Johnson, des gros livres sur la sexualité. Et il y a, je pense que un des deux, Master et Johnson ou le rapport Haidt, part de Freud, mettons, alors que l'autre part des femmes. Ils ont interrogé les femmes puis leur ont demandé qu'est-ce que vous ressentez ou qu'est-ce que vous faites pour ressentir quelque chose, tu sais, comme s'asseoir sur la sécheuse qui brasse ou faire de la moto ou faire du cheval ou tu sais, comme un peu faire le vibrateur. Et qu'est-ce qui vous arrive ou comme un... Bon. Fait que moi, je trouvais ça bien que partir des femmes qui ont des expériences différentes, j'avais trouvé ça très instructif de lire ce livre-là. Et j'avais aimé que l'approche soit différente. Puis des fois, tu as des gens qui font des doctorats, puis qui partent de questions, puis qui posent la question à 300 personnes, tandis que tu en as d'autres qui font une autre approche, là, qui interrogent plutôt d'une autre façon, au lieu de bâtir des statistiques. Voilà. Comme nous, on n'interroge pas dans le but de faire